Alors bonjour à tous, il n'y a pas très longtemps j'ai visionné des vidéos de philosophie à propos de la pensée de Machiavel et aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelques-unes de mes réflexions que j'ai eues à la suite de ce visionnage, donc c'est pourquoi c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour le résumer très simplement déjà, la pensée de Machiavel c'est acquérir le pouvoir et le conserver en exploitant les vices des hommes. C'est pourquoi en fait, dans un premier temps, je vais un petit peu plus développer cette pensée. Bien sûr, je vais faire un résumé. Donc, pour ceux qui voudraient approfondir davantage le sujet, je vous renvoie en description de cette vidéo où je mettrai les 2 vidéos de philosophie que j'ai visionnées. Mais par la suite, donc, je vais détailler un peu plus quelques vices des hommes qui sont exploités aujourd'hui, il me semble, et notamment donc à travers l'industrie du tabac et l'industrie du sexe. Voilà. Donc c'est un peu le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour commencer tout d'abord, je vais résumer un peu la pensée de Machiavel, mais tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que Machiavel est un Florentin, donc qui est né à Florence, donc dans l'actuelle Italie, et qui est né en 1469. Voilà, donc c'est-à-dire à la fin du XVe siècle. Et qu'il a écrit son ouvrage principal, le plus important, celui qui a influencé le plus les politiques, en 1513, et cet ouvrage s'appelle Le Prince. Voilà. Donc 1513, c'est le début du XVIe siècle. Voilà, donc on arrive à peu près à situer l'époque à laquelle il y a eu un changement de mentalité, si je puis dire, puisque ce livre a beaucoup influencé les politiques notamment. Et donc ce livre, il intervient après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, et cela est important puisque ça marque en quelque sorte une révolution dans la mentalité occidentale, puisque voilà, c'est un petit peu l'Occident qui s'ouvre au monde et à l'Amérique. Donc voilà, donc comme je dis, ce livre a beaucoup influencé son époque, et beaucoup influencé tous les politiques et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ce livre a beaucoup eu d'influence et c'est pourquoi c'est important de le prendre en considération. Puisque autrefois, c'est-à-dire avant que ce livre ait été écrit, la politique était était agencée selon la philosophie de Platon. Platon qui disait que la politique devait servir à la société et notamment servir à promouvoir le bien et promouvoir la vertu. Voilà. Puisque d'après Platon, il fallait créer une société harmonieuse qui favorisait l'émergence de la vertu parmi le peuple, que le peuple soit dirigé vers la vertu grâce à l'agencement de la société. Et donc pour cela, il fallait créer une société harmonieuse et équilibrée qui permette au peuple et à la population en général de se diriger vers la vertu, c'est-à-dire de combattre le vice et de faire advenir une société saine et harmonieuse. Voilà. Donc ça, c'était le modèle ancien qui, normalement, régissait toute la politique autrefois. Mais par la suite, donc, avec son ouvrage principal, Machiavel a fait intervenir une sorte d'inversion des valeurs au sein de la politique et de la société. C'est-à-dire que, par exemple, il pose que pour acquérir et maintenir le pouvoir, il faut exploiter et profiter des vices des hommes, au lieu de les diriger vers la vertu et de faire en sorte que les hommes combattent le vice, il faut au contraire profiter de ce vice. Voilà. Et donc notamment Machiavel va dire que, puisque les hommes sont des menteurs, il ne faut pas hésiter en tant que dirigeant politique à mentir au peuple si les circonstances l'exigent et le justifient. Voilà. Et donc cela veut dire notamment qu'il ne faut pas hésiter à faire des promesses et de ne pas les tenir par la suite, puisque au moment où on faisait les promesses, c'était dans l'avantage politique, dans notre avantage politiquement, puisque cela permettait par exemple de calmer des tensions, ce genre de choses, mais cela ne l'engage en rien à tenir ses promesses par la suite. Donc voilà, ça c'est une pensée typiquement, comme on dit, machiavélique, c'est-à-dire dans le mensonge, et cela provient bien de Machiavel, justement. Et donc Machiavel, il va dire que il constate que les hommes sont mauvais et qu'ils le seront toujours. Et donc il ne sert à rien de lutter contre cette nature. Et c'est pourquoi il va défendre l'idée d'un système qui profite des vices des hommes au lieu de les combattre. Voilà.
Et donc c'est pourquoi il va dire qu'il faut profiter de ces vices puisqu'ils seront toujours là pour justement acquérir le pouvoir et se maintenir au pouvoir. Donc, notamment, donc, la pensée Machiavel, ça peut se résumer ainsi, hein, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il ne faut pas hésiter à user de ruse et de manipulation pour bercer d'illusions le peuple, et pour lui faire croire que l'on agit dans son intérêt à un instant donné, hein, et que si cela n'est pas suffisant, il ne faut pas hésiter à utiliser la force pour le soumettre par la peur. Donc voilà, ça c'est la pensée générale de Machiavel, hein, et cela est tout à fait représentatif, je trouve, de la société moderne dans laquelle on vit de nos jours, hein, et cela peut tout à fait être illustré donc notamment par le mouvement des Gilets jaunes que l'on a connu ici en France et dans d'autres pays d'Europe, hein, et par la suite, eh bien, aussi avec le mouvement des agriculteurs que l'on connaît en ce moment, hein. Puisque je rappelle eh bien, que les Gilets jaunes, hein, au tout départ, hein, s'ils étaient sortis dans la rue, c'était à cause d'une augmentation du carburant qui devenait trop cher pour eux, voilà, pour les petits salaires, etc., qui n'arrivaient plus eh bien, à vivre correctement. Eh bien, je rappelle que les prix des carburants n'ont pas cessé d'augmenter malgré toutes les manifestations des Gilets jaunes qu'il y a eu, hein. Alors oui, bien sûr, après, il y a eu d'autres revendications, avec notamment le RIC, etc. Ça, c'était pour acquérir plus de pouvoir en tant que peuple, puisque nous n'avons pas le pouvoir, hein. Mais du coup, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il n'y a eu aucune amélioration dans eh bien, la situation de ces personnes, hein. Elles n'ont obtenu aucune de leurs revendications. Le prix des carburants n'ont pas cessé d'augmenter. Et ensuite, eh bien, il y a eu également beaucoup de violences qui ont été faites à l'encontre des Gilets jaunes, hein. Voilà, on connaît tous eh bien, les cas des Gilets jaunes qui ont été éborgnés, qui ont perdu des mains, qui ont été défigurés à cause eh bien, des violences policières. Donc cela illustre très bien ce que Machiavel disait à son époque, hein. Voilà. Et aujourd'hui, donc, avec les agriculteurs, c'est exactement pareil. Il y a les agriculteurs qui eh bien, manifestent, sortent dans la rue, essayent de bloquer en quelque sorte le pays pour avoir enfin, gain de cause, voilà. Sauf qu'en fait, ils n'obtiendront jamais gain de cause, hein. Ça va être exactement la même chose, d'après moi. Donc voilà. Alors donc, les deux exemples que je vais prendre dans la suite de cette vidéo pour illustrer un petit peu eh bien, quels vices peuvent être exploités par les dirigeants, hein. Ici, je vais prendre donc l'exemple de l'industrie du tabac et de l'industrie du sexe, hein, voilà, que je considère tous les deux étant comme des vices, hein, voilà, puisqu'ils détournent les individus de la vertu. Alors je vais commencer par le tabac, hein, l'industrie du tabac. Alors dans quelle mesure c'est un vice pour moi? Alors tout d'abord parce que bien c'est une addiction, c'est-à-dire que vous en êtes dépendant, enfin les fumeurs en sont dépendants, hein, et que donc ils ne sont pas libres de s'en passer, et qu'ils sont donc eh bien, manipulables. Voilà. Et le deuxième point, c'est parce que c'est destructeur pour leur santé et pour ceux qui les entourent. Tout d'abord parce que eh bien, c'est cancérigène, hein, que ça comporte beaucoup eh bien, de polluants, de toxines, hein, à l'intérieur, et que cela peut entraîner, même à côté du côté cancérigène, beaucoup de problèmes pulmonaires, notamment bien sûr, hein. Mais c'est pas forcément pulmonaire, ça peut être au niveau de la gorge, même au niveau de la vessie, des reins, etc., puisque eh bien, toutes les molécules eh bien, qui sont contenues dans la fumée de cigarette vont traverser tout leur organisme, hein. Donc voilà, ça peut également entraîner des problèmes de cœur, avec une augmentation du risque de crise cardiaque, hein, et ça peut entraîner beaucoup d'autres problèmes, hein. Voilà. Donc je vais tout d'abord commencer cette revue sur l'industrie du tabac en décrivant un petit peu comment est-ce que ça a été introduit sur le marché, hein, en France notamment. Donc l'introduction de la cigarette s'est fait progressivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a commencé à partir de 1825. Et ce que je veux dire ici, c'est que déjà à partir de 1821, on savait que c'était dangereux, hein. C'est-à-dire avant que ça ait été mis en vente, hein, et que ça a été progressivement introduit, on savait que fumer du tabac, c'était dangereux pour la santé. Et donc voilà, comment est-ce qu'on le sait? Tout simplement parce que eh bien, c'est à partir de 1821, dans le dictionnaire des sciences médicales, eh bien, qu'on voyait qu'il demandait de limiter fortement l'usage du tabac, en évoquant, je cite, hein, le nombre des végétaux dont les qualités dangereuses à cause de leur trop grande activité et de leur action en quelque sorte corrosive sur les tissus qui doit rendre donc l'emploi fort rare. Fin de citation.
Donc voilà, c'était écrit dans ce dictionnaire des sciences médicales en 1821, et ça a été introduit en 1825, c'est-à-dire qu'en fait on savait déjà que c'était dangereux avant même de l'introduire. Hein, voilà. Donc ça montre un petit peu le monde dans lequel on vit, la société capitaliste qui veut faire des profits, même si c'est sur des choses qui sont dangereuses pour la santé. En fait, ils n'en ont rien à faire de la santé du peuple. Hein. Donc je vais mettre bien sûr toutes mes sources en description de cette vidéo. Hein. Vous pourrez tout aller vérifier par vous-même. Mais sinon, c'est à partir de 1926 que les ventes ont commencé à s'accélérer, hein, puisque nous restons donc, comme je l'ai dit, dans une société capitaliste. Le but, c'est toujours de vendre le plus possible pour avoir le plus de profit possible, et ça, quelles qu'en soient les conséquences, et quel que soit le produit que l'on vend. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et également, donc avant, le tabac, ce qu'il faut savoir, c'était que c'était un peu réservé aux hommes, hein, et que c'est que seulement à partir de 1944 que les ventes vont s'étendre aux femmes, notamment avec l'arrivée du tabac blond, et surtout des publicités qui sont à destination des femmes, hein, et qui se servent du féminisme. Et donc cela est très important à comprendre, c'est que le féminisme a toujours été l'allié du capitalisme, ou plutôt le capitalisme a toujours été l'allié du féminisme. Ça va dans les deux sens, hein. Et cela est très important à comprendre, mais cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'État fait semblant de s'intéresser à la santé du peuple, en voulant soi-disant lutter contre le tabagisme et la tabagisation de la population, si je puis dire, puisque de nos jours, ça fait consensus, bien que fumer c'est mauvais à la santé, que cela entraîne divers problèmes de santé, comme je l'ai rappelé préalablement. Et comment est-ce que ils vont faire semblant de lutter contre le tabagisme? Ça va être en augmentant le prix du paquet de cigarettes. Hein. Il faut savoir que en 1990, le prix du paquet de cigarettes était à 1,5 €, c'est-à-dire très peu cher, hein, puisque aujourd'hui il est passé à plus de 10 €, le prix du paquet de cigarettes. Hein. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas en augmentant le prix du paquet de cigarettes que les fumeurs vont arrêter de fumer. Voilà, puisque de toute façon, les fumeurs sont addicts, comme on dit, hein, c'est une addiction, et donc ce n'est pas en augmentant le prix du paquet de cigarettes qu'ils vont arrêter de fumer. Tout ce que cela fait, c'est en fait enrichir l'État de plus en plus. Hein. Puisqu'aujourd'hui, 82% du prix du paquet de cigarettes revient en réalité à l'État. Hein. Et que donc l'État, en 2020, a touché notamment la somme de 15,3 milliards d'euros grâce aux taxes sur le tabac. Hein. Chiffre donc jamais atteint auparavant, et je n'ai pas les chiffres qui viennent après 2020, mais voilà, c'est les plus hauts chiffres qui n'ont jamais été atteints jusqu'à présent. En 2020, c'était 15,3 milliards, c'est énorme ce que ça a rapporté à l'État. Et donc, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que l'État s'enrichit de plus en plus sur le dos des fumeurs, mais les fumeurs ne cessent pas d'arrêter, puisque le fait de cesser d'arrêter pour un fumeur, ça doit venir d'une volonté propre et d'une discipline individuelle. Hein. Voilà, ce n'est pas en augmentant le prix du paquet de cigarettes que vous allez faire arrêter les fumeurs de fumer. Hein. Voilà, tout ce que ça va faire, c'est bien enrichir l'État et appauvrir les fumeurs. Voilà, c'est tout ce que ça va faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les fumeurs vont perdre la santé, vont perdre leur indépendance, comme je l'ai dit, hein, vont perdre leur argent de plus en plus. Et aussi, ce qu'il faut bien préciser là-dessus, hein, c'est que les conditions de la société établies grâce à la politique, puisque la politique permet d'établir les conditions que l'on vit dans la société, hein, fait en sorte que l'on vit dans une société toujours de plus en plus stressante, voilà, toujours de plus en plus difficile à supporter, si je puis dire, puis à cause de circonstances économiques, hein, notamment, hein, cela est relativement évident. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont stressés? Ils fument plus et ils consomment plus. Voilà, c'est mécanique, c'est une résultante automatique qui provient du fait que les gens stressent plus dans la société. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le premier sujet sur l'industrie du tabac. Donc j'en viens à mon deuxième sujet qui va être plus court cette fois-ci, sur l'industrie du sexe, puisqu'ici je vais me contenter en réalité de donner des chiffres, hein, pour savoir combien est-ce que ça rapporte, surtout. Hein, c'est surtout ça qui va m'importer ici, hein,
à propos de l'industrie du sexe, puisque cela ne va pas rapporter directement de l'argent à l'État comme avec les taxes sur le tabac, mais cela va quand même rapporter de l'argent à l'État puisqu'il y a de toute façon les impôts sur les sociétés, quelles qu'elles soient, qui vont donc enrichir les États. Et donc, quels sont les chiffres? Tout d'abord, il y a la vente de sextoys, qui, en 2020, tout le marché du sextoy a remporté 33,6 milliards de dollars. Et si on convertit en euros, cela revient à 28,6 milliards d'euros, ce qui est tout à fait colossal. Après, bien sûr, c'est dans le monde, il me semble, ici, mais bon, c'est quand même tout à fait colossal. Ensuite, la production de films X en France, 200 millions d'euros que ça a rapporté. Je mettrai bien sûr toutes les sources à l'écran et en description. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le groupe leader MindGeek, qui comprend notamment Pornhub, YouPorn, donc ça c'est pour les sites pornographiques, qui ont rapporté 400 millions de dollars en 2017. Donc j'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais bon, c'est quand même colossal, c'est toujours des centaines de millions de dollars ou d'euros. Il y a un autre groupe, Marc Dorcel, en France, je connais pas, qui a rapporté 32 millions d'euros en 2017 toujours. Et après, à côté de ça, des sites pornographiques, etc., il y a bien sûr tout ce qui va être OnlyFans, Mime, etc., avec les femmes qui se prostituent en quelque sorte, qui montrent leur corps sur Internet. Eh bien, il faut savoir que OnlyFans a reversé 5 milliards de dollars, reverse 5 milliards de dollars par an, à ses créateurs. Voilà, donc ça c'est les chiffres 2023, 2024-2023. Mais bon, OnlyFans, il faut savoir que, tous ces sites, il n'y a pas que non plus des femmes qui montrent leur corps sur Internet, il y a aussi d'autres choses, comme des coachs sportifs, etc. Et notamment, donc, avec OnlyFans, c'est seulement 70% des créateurs qui sont des créateurs à caractère sexuel, à caractère pornographique, voilà. Mais bon, c'est quand même colossal, 5 milliards de dollars par an. Pour Mime, c'est seulement 25% des créateurs qui sont des créateurs qui font du contenu à caractère pornographique. Et Mime a reversé 40 millions d'euros à ses créateurs en 2021. Voilà. Donc on ne peut pas savoir la part qui concerne le contenu à caractère pornographique en tant que tel, mais cela revient de toute façon à des sommes gigantesques, à des millions d'euros de toute façon. Et donc, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que le sexe vous prend de l'énergie, vous prend du temps, et vous prend de l'argent, même beaucoup d'argent, comme ce que je viens de montrer à l'instant. Et que ainsi, donc, on perd tous ces éléments pour toujours. On ne peut pas les récupérer d'aucune façon. C'est-à-dire le temps que ces personnes ont passé à regarder du contenu pornographique, à payer ce contenu, etc., ils ne pourront jamais récupérer cet argent. Ils n'ont pas axé leur attention sur autre chose. Ils n'ont pas travaillé un autre domaine de leur vie pour évoluer, pour accomplir quelque chose dans leur vie. Cela est du temps perdu, de l'argent perdu et de l'énergie perdue. Donc ça, c'est important à comprendre. Ensuite, autre résultat, c'est que cela, bien sûr, divise les hommes et les femmes, puisque aucun homme qui se respecte ne voudra se mettre avec une femme qui montre son cul sur Internet, ni même qui est actrice porno ou ce genre de choses. Voilà. Et c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que les femmes en général passent pour des prostituées. Voilà. Mais après, c'est pas seulement dû à ces sites pornographiques, mais cela a un grand impact là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, les hommes ne vont plus chercher vraiment des femmes, ils vont plus s'intéresser en fait à la gente féminine. Et cela est vrai également dans l'autre sens. Les femmes ne vont plus s'intéresser aux hommes. Voilà. Puisqu'elles vont les considérer comme entre guillemets des chiens, c'est-à-dire des gens qui payent pour tout et n'importe quoi et qui ne sont donc pas respectables. Ce qui est tout à fait vrai, et on comprend tout à fait ce raisonnement. Et donc c'est quoi le résultat, encore une fois, de tout ça? C'est que lorsque l'on est divisé, on est moins fort. C'est la stratégie de tout empire, diviser pour mieux régner.
Et encore une fois, c'est l'individualisme qui intervient, c'est le chacun pour soi. Hein. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les femmes vont dire qu'elles vont s'occuper de leurs propres problèmes et ne pas s'intéresser aux problèmes de l'autre. Et les hommes, ça va être pareil, ils vont s'intéresser à leurs propres problèmes et ne vont pas s'intéresser aux problèmes de l'autre. Hein. Donc voilà, globalement, on arrive à une société individualiste, divisée, qui ne construit plus rien ensemble. Hein. Et donc voilà, pour moi, c'est ça qui est vraiment catastrophique, et c'est pourquoi, la société n'est pas harmonieuse et se dirige vers le vice, et qu'elle devrait au contraire développer la vertu pour éviter ce genre de situation. Hein. Mais justement, j'en arrive donc, après tout ça, c'est quoi les solutions quand on a observé justement tous ces problèmes, que faire hein. Alors, comme je l'ai dit dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est donc se diriger vers la vertu, c'est-à-dire combattre le vice et cesser de gaspiller notre temps, notre énergie et notre argent dans ce genre d'activité. Hein. C'est-à-dire donc, je vais reprendre ici les deux exemples que j'ai pris sur l'industrie du tabac et l'industrie du sexe. Hein. Donc à propos de l'industrie du tabac, c'est tout simplement que si vous arrêtez de fumer, vous n'enrichissez plus l'État. Et mécaniquement aussi, vous allez favoriser votre santé, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez réussir à davantage accomplir des choses dans votre vie, et cela ne va être que positif. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc à propos de l'industrie du sexe, ce que j'ai envie de dire ici aux hommes hein, en particulier, puisque c'est surtout les hommes qui consomment, même si je sais très bien qu'il y a des femmes qui consomment, c'est que tout simplement, si vous voulez que les femmes arrêtent de se prostituer ou arrêtent de montrer leur corps sur Internet, c'est extrêmement simple en réalité. Hein. Il suffit tout simplement d'arrêter de leur donner de l'argent pour qu'elles le fassent et d'arrêter de leur apporter de la validation, de l'attention. Et je vous assure que si tout le monde le faisait, elles ne le feront plus tout simplement, puisqu'elles n'auront plus de raison de le faire. Hein. Mais encore faut-il pour cela que tous les hommes arrêtent de payer pour le sexe, hein, arrêtent de valider les femmes pour cela, pour qu'en fait les femmes cessent de se prostituer. Hein. Cela est tout à fait nécessaire qu'une grande majorité d'hommes cessent de se diriger vers le vice hein, et aillent vers la vertu pour que une société plus harmonieuse et plus saine puisse émerger. Puisque comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Hein. S'il n'y a que moi par exemple ou quelques hommes par-ci par-là qui arrêtent, cela ne sert à rien hein, globalement. Donc ça c'était le premier point, se diriger vers la vertu. Deuxième point, travailler justement à créer une société harmonieuse avec des relations saines, donc à l'image de la société platonicienne ou promue par Platon. Et là je vais donner donc quelques exemples, hein. Ça va être par exemple de cesser les manœuvres manipulatoires envers les autres. Voilà, être honnête envers les autres, ça m'a l'air d'être un premier point essentiel. Deuxième point, rester à l'écoute de soi, c'est-à-dire de ce que nous on veut, de ce que nous on recherche dans les relations, mais également rester à l'écoute des autres. Voilà, ne pas imposer notre volonté aux autres, rester à leur écoute, etc. Ça c'est également un point qui est très important pour créer des relations harmonieuses. Troisième point, choisir bien sûr en conscience avec qui on souhaite construire notre vie. Et quatrième point, donc s'engager véritablement avec lui, hein. C'est-à-dire ne pas sauter de relation en relation, etc. Ne pas quitter une relation juste sur un coup de tête ou sans avoir fait des efforts suffisants pour essayer de réparer ou de maintenir la relation. Donc voilà, il va de soi ici que les efforts doivent être mutuels, hein, voilà, et les efforts ne doivent pas aller dans un seul sens. Sinon, bien sûr, dans cette situation, il faut quitter hein, l'autre personne. Mais voilà, il faut essayer d'être tolérant et d'essayer d'arranger au mieux les relations au lieu de les couper systématiquement. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Et troisième point, bien sûr, vis-à-vis de l'État et du pouvoir, cette fois-ci, hein, c'est bien sûr de connaître son ennemi pour mieux le combattre. Ça c'est la base de toute stratégie militaire, hein, c'est qu'il faut connaître son ennemi. Hein. Et à quoi donc ça sert de connaître son ennemi? Ça sert à savoir anticiper ses actions, à savoir à comprendre son mécanisme de pensée, comment est-ce qu'il réfléchit. Hein. Et donc le premier point, c'est bien sûr
comprendre que l'État ne veut pas notre bien, qu'il agit uniquement dans son propre intérêt. Et comprendre les intérêts pour lesquels l'État agit, que cet intérêt n'est pas les intérêts du peuple. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, bien sûr. Et cela, donc, anticiper à quoi cela va servir, ça va servir à être plus malin que lui, savoir le contourner, par exemple. Et d'un point de vue politique également, ce qui me paraît important à considérer, c'est que, il faut recréer justement ce lien social dans la société en général, c'est-à-dire entre les hommes, entre les femmes et entre hommes et femmes, pour réussir à mieux se coordonner et ainsi à devenir plus forts, puisque lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. Ça, c'est vraiment la base de toute société. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, et à la partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.